De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Nadia Lamarbi, Gemma Taleb et Alfred Chango. Tout de suite, le dossier du jour. L'Afrique résolument tournée vers l'émergence oriente son économie vers l'industrialisation et les conséquences de cette politique sur l'atmosphère sont sous-estimées. Pourtant, les maladies respiratoires dans les grandes métropoles ne cessent d'augmenter. Un reportage de nos correspondants au Nigeria, Folake Olinoye, et au Cameroun, Narcisse Doumbé. Combattre la pollution atmosphérique est une nécessité pour les gouvernements des pays africains. Elle est omniprésente dans les grandes métropoles du continent et est essentiellement l'œuvre des activités humaines telles que l'industrie, les feux domestiques et les gaz émis par les véhicules et engins à deux roues. Selon les experts, 20% des troubles soignés dans les hôpitaux dans la ville de Lagos au Nigeria par exemple sont des maladies respiratoires dues à la qualité de l'air. Les questions environnementales restent sous-estimées par les pays africains. Mais il est important aujourd'hui de trouver les voies et moyens pour lutter contre la pollution atmosphérique, responsable d'un certain nombre de maux sur le continent. Dans de nombreuses villes considérées comme bastions industriels du continent, les zones industrielles jouxtent les habitations. Dans la plupart des cas pour les écologistes, ces usines s'installent au mépris des lois sur l'environnement avec la complicité passive des autorités qui, faute de réelles politiques d'urbanisation, laissent par endroits les industriels créer des usines polluantes sans se soucier de l'impact que cela aura sur les populations. On va vers l'émergence. Et quand on va vers l'émergence, on va vers l'industrialisation. Mais ce qui est regrettable, c'est que lorsqu'on va vers l'industrialisation, lorsque les industries s'installent dans nos villes, il faut bien qu'il y ait une étude d'impact environnemental pour pouvoir étudier l'environnement où cette industrie s'installe, pour pouvoir voir effectivement si cette industrie peut s'installer dans cette zone, si elle ne va pas plus tard nuire aux populations environnantes. Donc, il y a cette étude-là qui n'est généralement pas faite dans beaucoup de villes africaines. L'accroissement rapide de la population urbaine africaine entraîne également celui des engins roulants. Dans la plupart des pays, il n'existe aucune restriction liée à l'année de mise en circulation des véhicules d'occasion importés. Et même si certains États, comme le Sénégal ou la Mauritanie, ont pris des dispositions dans ce sens, rien n'empêche aujourd'hui les vieux véhicules de circuler. Mais les gaz provenant de ces véhicules ainsi que des industries ont un impact négatif sur la santé des populations. Comme impact aigu, ça va forcément augmenter le nombre d'infections du poumon, de pneumonie, comme on appelle en général, et augmenter les risques chez les malades qui présentent déjà des problèmes respiratoires, notamment une bronchite chronique. Ça va augmenter le risque d'exacerbation, donc le risque de crise aiguë chez ces personnes-là, et notamment chez les patients asthmatiques, ça va augmenter le risque de faire des crises d'asthme, et parfois des crises d'asthme qui peuvent être mortelles. Ça, c'est ce qui concerne la respiration, sans oublier que ces particules peuvent, au niveau respiratoire, provoquer des cancers du poumon. Les mouvements écologistes sont souvent les premiers à élever la voix pour tirer la sonnette d'alarme. Malheureusement, leur action ne rencontre pas toujours l'adhésion des pouvoirs publics. Nous n'avons pas le pouvoir de coercition, d'amener soit les industries à faire leur étude d'impact ou bien l'audit environnemental. Nous n'avons pas la force d'amener les petites entreprises qui polluent là à réaliser leur notice d'impact environnemental. Mais notre rôle, c'est de dénoncer. Lorsqu'on dénonce une entreprise qui pollue, alors qu'est-ce qui se passe? On s'attend à ce que du côté des autorités, il y ait une répression. Mais lorsqu'il n'y a pas de répression, quelque part, vous êtes mal vu auprès de l'entreprise. L'entreprise qui pollue vous nargue après. Donc il y a des efforts qui doivent être faits au niveau des autorités. Quand les organisations de droits de défense de l'environnement dénoncent, il faut qu'il y ait en retour quelque chose. S'il est vrai que rien ou pas grand-chose n'est fait pour réduire la pollution par les industries, de nombreuses mesures par contre ont été prises pour mettre hors circuit les véhicules pollueurs. Au Cameroun par exemple, plus de 10 centres de contrôle technique sont opérationnels depuis 2004. Malgré la présence de ces structures, on continue pourtant à rencontrer des véhicules pollueurs sur les routes. Those cars probably, it depends the value and the day they are coming for the control. We have 3 months for taxi, we have 6 months for pickup and trucks, we have 1 year for personal car. Probably if it is more than 5 months,
and to come to the control, and it's excessive, then I think we don't have the power to hurt on the way. But when it comes to the center, we have to control it, and then have to eliminate it. So that's how we work. Au lendemain du sommet des Nations Unies sur l'environnement tenu à Rio en 1992, les pays africains se sont dotés d'un arsenal juridique important visant à stopper la destruction de leur environnement. Plus de 20 ans après, ces textes demeurent dans les tiroirs selon les défenseurs de la nature. Quand nous allons vers les autorités, on leur demande d'appliquer les lois. Les tests sont là, les tests sont bons, mais appliquez-les. C'est ce que nous demandons en Afrique, dans nos pays africains. Nous ouvrons les yeux, chaque jour nous demandons aux gouvernants, voilà, il y a telle entreprise qui pollue, alors il y a des amendes qui sont prévues, il y a des tests répressifs qui sont là, appliquez-les. Et si on commence à appliquer les tests, je crois qu'il y aura une régression de cette pollution atmosphérique. La plupart des villes africaines ont été créées avant les indépendances et les dirigeants de cette époque n'ont pas pris en compte l'avènement du boom industriel. Quartiers résidentiels et zones industrielles ne sont pas clairement délimités. Pour les mouvements écologistes, il est temps pour l'ensemble des pays africains de penser à créer de nouvelles villes. Moi, j'ai discuté avec des architectes urbanistes. Tous sont conscients qu'on ne peut pas construire une nouvelle ville sur une ancienne ville. Ça veut dire qu'on ne peut pas créer, en voulant peut-être sauvegarder l'environnement, créer des problèmes sociaux. On ne peut pas se mettre à casser les populations si on est incapable, si on n'est pas capable de leur offrir une alternative. Ça veut dire que la seule solution aujourd'hui, c'est peut-être créer une nouvelle ville, comme au Nigeria, à Lagos, avec Abuja, qui doit respecter quand même les normes environnementales. Le problème de la pollution atmosphérique a cessé d'être une préoccupation des nations occidentales et asiatiques. L'Afrique, lancée dans un processus d'industrialisation depuis quelques décennies, est plus que jamais concernée. Selon une récente étude franco-ivoirienne, qui est d'ailleurs la première du genre en Afrique, le continent contribue à hauteur de 5 à 20% à la pollution atmosphérique à l'échelle mondiale. Si rien n'est fait dans les prochaines années, cette contribution pourra grimper jusqu'à 50% et avoir un impact de plus en plus important sur les populations africaines. Alfred, est-ce qu'il faut repenser l'urbanisation dans les grandes villes africaines ? Fanny, c'est une urgence, hein, pour ne pas dire un impératif, justement catégorique, puisque la plupart des villes africaines actuelles, naturellement, en l'occurrence les capitales, ont été construites à l'époque coloniale avec très peu de population. Aujourd'hui, ces villes contiennent 2, 3, 4, 5, 10 fois plus de population qu'au moment des indépendances. Et donc ça fait des effets de concentration ou alors de conurbation, des bidonvillisations de la plupart de ces villes-là, avec le problème que cela entraîne au niveau justement de l'environnement, au niveau de la santé. Donc effectivement, il faut revoir les politiques, mais pas seulement vis-à-vis de population, de l'habitat, de l'environnement immédiat, mais aussi par rapport à l'industrialisation, à l'implantation. Quand je prends par exemple une ville comme Kinshasa, en RD Congo, à l'époque coloniale, le colonisateur belge avait bien imaginé la ville. D'un côté, alors, les affaires, le commerce centré en ville, puis les industries lourdes à l'est de Kinshasa, vers l'aéroport Kingabwa, puis un peu plus loin, l'université, les écoles, etc. Ils avaient vraiment une politique d'urbanisation pour éviter cela. Puis alors, en face, il y a le port. Donc, il y avait déjà cette idée j'allais dire, de l'hygiène, de la prophylaxie de l'air et de l'environnement. Aujourd'hui, effectivement, les pouvoirs africains sont un peu débordés, même s'ils ont conscience, effectivement, de la nécessité de travailler cette question de l'environnement, de travailler cette question écologique, d'autant que on sait que l'année prochaine, ils viendront ici au sommet sur le climat. Donc, ils ont pris conscience, mais comme cela est souvent le cas en Afrique, entre les paroles, les textes et leur application, il y a une marge considérable. Enfin, alors on l'a vu dans le reportage, dans certains pays, naturellement en termes des véhicules polluants qui datent d'un certain nombre d'années, des véhicules d'occasion,
des mesures sont prises effectivement pour limiter d'abord leur importation et en même temps pour faire que l'existant puisse progressivement être éliminé de la circulation parce que ça pollue énormément ces vieux véhicules, tout comme les 2 roues. Ça pollue énormément et donc ça rend malsain l'environnement urbain. Enfin, je dirais, la question de l'environnement, c'est la question aussi du respect de soi, du respect de la vie. Si on ne se respecte pas, ben on vit dans ces conditions-là. Le respect commence aussi par le respect de l'environnement. Nadia, est-ce que les pouvoirs publics ont pris conscience de l'urgence de la situation ? À mon sens, il y a quand même une prise de conscience. On ne peut pas dire qu'ils ne font rien. Ils le font doucement. Ils ont du mal encore à faire appliquer l'ensemble des lois et on le sait. On le sait, comme ça a été d'ailleurs dit dans le reportage. Les textes sont là, les textes sont là, mais que l'application reste difficile parce qu'en effet, certes, il faut pénaliser les entreprises, mais lorsqu'on est déjà dans des situations limite de crise, est-ce que pénaliser l'entreprise, c'est pas parfois, et je pense que c'est souvent la peur des autorités, c'est se dire que l'entreprise sera en faillite ou il y aura des licenciements et créer des problèmes sociaux qui pourraient aussi à terme créer pour les autorités quelques soucis. Maintenant, il est essentiel de prendre la mesure des choses et de prendre la mesure de l'urgence de stopper, en tout cas de freiner les émissions de gaz à effet de serre, de gaz polluants qui sort de CO2, en fait, qui sort des pots d'échappement, parce qu'on a constaté les problèmes qui sont bien plus importants que quelque part, mais sans en réduire la difficulté ou les problèmes au niveau individuel, c'est-à-dire les cancers, les pneumonies, mais lorsque comment dire la couche protectrice, la couche qui nous protège des rayons du soleil commence à s'affaiblir, on a vu les catastrophes, on a vu la fonte des glaces sur les pôles, on a vu la désertification de certains endroits avec de l'autre côté des inondations. Il n'y a jamais eu autant d'inondations et de tsunamis que ces dernières années. Et le lien entre ces catastrophes naturelles et la pollution a été faite par tous les scientifiques. Donc à un moment, il faut soit décider que voilà, on repousse le bébé et on repousse les problèmes, on donne la patate chaude au prochain gouvernant qui lui devra gérer ces choses-là, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra gérer. Parce que les conséquences en termes de réchauffement de la planète sont catastrophiques et l'Afrique subit de manière forte, encore plus forte, les conséquences. Combien même elle n'est pas celle qui émet le plus, c'est celle qui de fait est impactée le plus par la pollution. Nadia parlait de taxer les industries polluantes. Que pensez-vous de cette possibilité-là ? Il n'y a aucun doute que la fiscalité est un levier important que le gouvernement peut faire jouer pour réguler les questions d'environnement. Mais plus généralement, je me souviens d'un de mes cours de géographie européenne qui parlait des villes. Et j'avais une comparaison entre les grandes villes européennes et les grandes villes africaines en matière de pollution. Et quand on regarde les résultats, on est absolument effaré par le degré de pollution des villes sur le continent africain, alors qu'on est porté à penser qu'une ville européenne serait beaucoup plus développée, beaucoup plus polluée, parce que justement plus développée. Et donc, on prend conscience du danger, du sérieux de la pollution dans nos pays. Alors, il y a deux types de pollution. Nadia parlait donc de la couche d'ozone, de la nécessité de protéger la couche d'ozone. Moi, j'ai un discours qui est généralement pas très politiquement correct là-dessus. Et je pense de toute façon, en tout état de cause, que nous ne sommes pas le continent le plus dangereux sur ces questions-là. Après, il y a la pollution donc qui nous concerne. Celle-là, elle doit faire une équation entre deux choses. L'équation entre le développement et l'environnement. La nécessité de se développer et l'obligation de protéger l'environnement. La nécessité de se développer, c'est de dire nous n'allons plus importer de diesel dans les villes parce qu'il émet des particules dangereuses, on l'a vu dans le reportage, notamment donc pour les petites maladies qui nous polluent la vie tous les jours. C'est très compliqué de dire ça parce que dans une grande agglomération, le prix du gasoil est moins élevé, il y a la taxation, vous en parliez, on peut sans doute jouer sur la taxation. Le problème, c'est que même dans les cours mondiaux, le prix du pétrole raffiné en diesel est moins élevé. Et donc, c'est toujours très compliqué de demander à des gens de le faire au nom de l'impératif de protéger l'environnement. Puis la deuxième chose donc, dont on a parlé, c'est la faiblesse des États. C'est-à-dire qu'une usine de proximité qui pollue, il va falloir lui établir, lui
imposer des charges fiscales plus importantes. Or, parfois nos États sont faibles, ils n'ont pas les moyens de le faire. Parfois nous avons une nécessité parce que les outils sont vieux et qu'on n'a que cela. On a le choix entre arrêter l'usine ou alors sacrifier un peu l'environnement. Et très souvent les gouvernements sacrifient un peu l'environnement. Je pense que si on était à leur place, on n'hésiterait aussi pas beaucoup. Et donc c'est là la difficulté que nous avons bien entendu dans nos pays. Il y a des choses à faire. Je pense que l'enrichissement général des États aide à la protection de l'environnement, c'est évident. Alors la question c'est, est-ce qu'il faut arrêter de s'enrichir et protéger l'environnement, ou est-ce qu'il faut s'enrichir et une fois devenu riche, faire en sorte d'améliorer les conditions de l'environnement? Je pense que c'est des équations difficiles. D'une autre manière. C'est des équations On commence à réfléchir, par exemple, sans citer de marque, mais Renault a commencé à faire des usines zéro émission de gaz. Donc ça veut dire qu'il est possible aujourd'hui, avec ce qu'on sait de la technologie, avec l'état d'avancement de la science, il est possible quand même de faire, un développement qui soit un peu plus respectueux de son environnement. Je pense qu'on n'est plus dans l'industrialisation du 19e siècle, qui était vraiment pour le coup très polluante. Ce n'est pas conciliable pour vous, les deux? Non, sans doute, sauf que, très sincèrement, évidemment que c'est conciliable, si on peut les concilier, il faut le faire. Sauf que la vie telle qu'elle est, la réalité des choses n'est pas celle-là. Quand vous voulez acheter un véhicule neuf, vous n'en avez pas les moyens. Quand Renault, vous construit un véhicule adapté, vous n'en avez pas toujours les moyens. Et puis pardon, même dans les pays développés, le bio a son prix, y compris le moteur adapté donc aux protections de l'environnement a son prix. Et donc dans nos pays, on ne peut pas le faire. C'est très facile quand on sait développer de dire aux autres, faites gaffe, faites comme nous, surtout ne vous développez pas, parce que de toute façon, sans cela, vous n'allez pas vous développer. C'est très compliqué de dire ça à nos pays. Et donc, moi, si j'avais le choix dans ma région ou dans ma ville d'une usine qui pollue un peu ou pas d'usine du tout, pardon, je vais vouloir polluer un peu parce que j'ai besoin de mon usine. Et puis voilà, c'est comme ça. Il faudrait une industrie africaine, il faudrait une industrie automobile africaine. Est-ce qu'une course à l'industrialisation et protection de l'environnement, ça s'oppose? Non, pas forcément, d'autant qu'aujourd'hui, comme le rappelait si bien la belle Nadia, c'est que on n'est plus au 19e siècle. On est au 21e siècle, la technologie a évolué considérablement. Aujourd'hui, on en est arrivé au point de construire des avions moins polluants, par exemple. Et la recherche continue justement à travailler dans ces sens-là, arriver à produire, par exemple, des avions. Ce n'est pas un luxe pour certains pays? Non, pas nécessairement, puisque nous sommes dans un monde interconnecté. Nous sommes dans la planétarisation de tous les problèmes du monde. Au fond, quand Renault construit au Maroc, par exemple, monte des véhicules au Maroc, il y a cet impératif justement de produire des véhicules propres qui ne polluent pas, parce qu'on sait qu'une grande partie de cette production-là est destinée par exemple à l'Afrique. Donc, il est possible de discuter, de négocier avec les entreprises étrangères qui viennent investir en Afrique ou monter des usines en Afrique. Ça, c'est tout à fait faisable en faisant jouer justement dans les contrats qui sont signés des clauses dans ces sens-là. Je prends un exemple simple. Il y a une entreprise chinoise qui exploite le pétrole au Tchad aujourd'hui. Et dans le cahier de charges, il y avait justement cette clause de respect de l'environnement. Lorsque cette entreprise chinoise n'a pas respecté, Idriss Déby a fermé l'entreprise. Les Chinois sont venus disant non, si vous ne respectez pas cette clause-là, bien ça sera fermé définitivement. Donc, on a encore cette capacité de contrainte. Évidemment, si on prend des cas comme Shell au Nigeria, dans le delta du Niger, effectivement, depuis 1955, ça a pollué et ça continue à polluer aujourd'hui. Malheureusement, l'État nigérian est incapable d'imposer à Shell, justement, de réparer les effets, justement, de cette pollution pétrolière. Merci. Un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Les représentants des ex-Seleka et des anti-Balaka ont signé mercredi un accord de cessez-le-feu, un accord arraché in extremis par les médiateurs et qui suscite beaucoup de doutes à Bangui. Et 4 États, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun, créent une force commune pour lutter contre le groupe terroriste Boko Haram. Chaque pays fournira 700 soldats. Nous allons marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.